Washington, Téhéran, Jérusalem, trois capitales, trois puissances et un siècle de confrontation qui semble aujourd'hui atteindre un point de non-retour. On nous parle souvent de pétrole, de nucléaire ou de dôme de fer, mais derrière les images de missiles et les discours de l'ONU, une réalité est trop souvent passée sous silence, l'Afrique. Pourquoi une crise dans le détroit d'Ormuz fait-elle trembler les économies de Lagos à Nairobi? Comment le continent africain, des décennies durant, est-il devenu le terrain d'une guerre de l'ombre entre les services de renseignement israéliens et l'influence idéologique iranienne? Et surtout, comment la diplomatie américaine contraint-elle aujourd'hui les États africains à choisir leur camp, héritage de la lutte anticoloniale et impératif de sécurité nationale? À l'heure des missiles hypersoniques, personne n'est loin de personne. C'est comme si on était assis dans la même chambre. Quand quelqu'un à 4, 5, 6 000 km jette un projectile qui en moins de 10 minutes est sur ta tête, donc on n'est pas vraiment aussi éloigné que ça les uns des autres. Je voulais, puisque lui il a fait présenter tout le panorama historique, je voulais rappeler à propos de l'Iran, des États-Unis et d'Israël. Mais en fait, c'est la cupidité qui fait marcher l'Amérique. C'est la cupidité. De la même manière, on est allé enlever Maduro pour s'approprier 300 milliards de barils de pétrole. De la même manière, on va tuer le président iranien. L'Iran a un stock de pétrole d'environ 210 milliards. Ça, c'est le pétrole, sans parler de gaz et beaucoup d'autres richesses. Donc, c'est la cupidité. Parce qu'au départ, aujourd'hui, ils sont là à crier, il faut changer de régime, on va renverser les mollahs. Mais comment les mollahs sont arrivés au pouvoir en Iran? C'est les mêmes Américains, c'est les mêmes Occidentaux. Quand le vieux Ayatollah Khomeini a été pourchassé par le Shah, il s'est caché où? En France, à Neuf-le-Château. Et le jour de son retour en 1979, oui, mais c'est un avion d'Air France bourré de ministres français, d'agents de renseignement français, avec toute la propagande possible et impossible pour le soutenir dans les médias occidentaux. Et c'est comme ça qu'il a atterri à Téhéran et il a pris le pouvoir. C'est les mêmes donc. Mais comment le Shah était arrivé au pouvoir? Le Shah lui-même, Reza Pahlavi. Au départ, c'est toujours le pétrole. Le premier ministre Mossadegh a nationalisé le pétrole parce que les anglo-saxons exploitaient le pétrole, les Iraniens n'avaient rien. Comme ça se passe aujourd'hui en Afrique, tu t'imagines, tu as du pétrole, les gens viennent l'exploiter et tu as 8% de ton propre pétrole. Le même schéma est là aujourd'hui dans beaucoup de pays africains où les gens se tapent la poitrine que oui, ils ont gagné, ils sont les plus malins, les plus intelligents. Non, vous n'êtes rien. Parce que quand quelqu'un te donne seulement 8% de ta propre richesse, donc Mossadegh est venu, il a nationalisé le pétrole iranien. Et qu'est-ce que les Américains et Anglais ont fait? Mais ils l'ont assassiné. Et ils ont pris un officier qu'on appelle, qui s'est proclamé le roi. Le Shah d'Iran, le roi des rois d'Iran. Et il s'est installé. Alors quand il s'est installé, qu'est-ce qu'il fait? Tout le pétrole retourne aux anglo-saxons. L'Iran, c'est un monde, c'est-à-dire qu'il y a une minorité qui est tellement riche que ça te donne les mots de tête et le reste est dans la galère, comme c'était avant l'arrivée de Mossadegh au pouvoir. Alors, ces abus, si les anglo-saxons avaient concédé ne serait-ce qu'une miette raisonnable du pétrole iranien au peuple iranien, l'ayatollah Khomeini ne serait jamais arrivé au pouvoir. C'est un peuple donc désespéré de se voir si riche et en même temps si misérable comme les Africains aujourd'hui. C'est ce peuple désespéré qui s'est levé et qui a chassé le Shah. Mais quand on a chassé le Shah, les mêmes qu'il avait mis au pouvoir, mais personne ne voulait le voir. Il s'est d'abord réfugié, je crois, en Égypte. Après, il est parti où? Aujourd'hui, j'entends que... Maurice. Voilà, j'apprends que le fils du Shah, c'est qu'il doit être amnésique, ce fils du Shah, qui demande qu'on change le régime en Iran et il va venir encore être le Shah. Mais ce n'est pas possible, il ne peut plus être le Shah. Ça veut dire qu'il ne connaît pas son histoire, l'histoire de son père, comment son père est venu au pouvoir en Iran, il ne connaît pas. Et comment son père a été chassé et par qui, il ne connaît pas. Donc il réclame le pouvoir, il veut le pouvoir. À cause de il veut le pouvoir, les autres peuvent aller bombarder l'Iran, tuer des centaines de personnes, cramer des filles à l'école, pour lui c'est bon. Maintenant, donc c'est la cupidité. Sinon, si vous remontez, avant d'arriver ici, j'ai lu une interview où un journaliste interviewait un juif vivant en Iran. Il dit, mais lui, il est surpris de rencontrer des juifs en Iran. Et le juif lui dit, mais attends, nous sommes ici depuis 3000 ans, 30 siècles. Les juifs, et c'est l'Iran qui a la plus grande communauté juive au Moyen-Orient.
en dehors d'Israël, c'est l'Iran. Est-ce que quelqu'un t'a jamais dit ça? Est-ce qu'il y a un média qui a jamais dit ça? Non. On veut noircir l'Iran, et on glorifie maintenant les autres. Aujourd'hui, l'Iran en a marre. Parce que l'Iran n'est pour rien dans les malheurs qui arrivent à Israël. C'est la Deuxième Guerre mondiale, c'est les nazis qui ont massacré les Juifs. La Shoah, c'est les nazis, les Arabes n'étaient pas dedans. Les Iraniens n'étaient pas dedans, ils n'étaient pas impliqués, ils n'ont tué personne. Mais aujourd'hui, c'est les Arabes et les Iraniens qui doivent payer les malheurs infligés aux Juifs par les Allemands et leurs comparses en Europe. Donc moi, je crois que si la guerre est là aujourd'hui, pourquoi le monde fait peur? Le monde fait peur parce qu'on ne sait plus finalement qui est allié de qui. Les gens oublient leur propre histoire et ils vont s'attacher à l'opportuniste du moment et ils croient que la vie continue comme ça. Les Américains, mais ils ont promis toutes les protections du monde au monde arabe. Mais regarde ce qui se passe. Les Arabes se ravisent. Ils se disent, mais attendez, c'est quoi cette histoire-là? Vous nous prenez des milliers de milliards de dollars et il y a la guerre, vous concentrez toute votre énergie à défendre Israël et toutes les bombes iraniennes, même les moins modernes, hein, parce que l'Iran, au départ, il envoie les missiles qui ne sont pas les plus sophistiqués. Même les moins sophistiqués, là, ils viennent nous tomber sur la tête. Donc, je crois que cette guerre est voulue pour la cupidité. Cette guerre est voulue pour des raisons religieuses, c'est-à-dire que l'islam, le sionisme politique, et je ne sais même pas en quoi l'Iran a attaqué qui. Remonte dans l'histoire, l'Iran a attaqué qui au Moyen-Orient? Personne. Tu n'as jamais entendu que l'Iran a déclaré la guerre à un pays? Les Iraniens ont attaqué l'Égypte. Oui, si tu veux me parler du temps du pharaon, là je te rappelle que quand les Juifs ont été amenés en esclavage à Babylone, c'est un roi perse qui les en a libérés. Cyrus. Voilà, s'il faut remonter à l'histoire, mais on va remonter à l'histoire. Donc, ils ont attaqué l'Égypte à une époque qu'on ne peut plus calculer aujourd'hui. Oui, mais Israël aussi se les Achéménides. Des proxys soutenus par l'Iran qui attaqueraient à travers le Hezbollah, les Houthis, etc., etc. Mais bon, voilà. Non, pardon, s'il te plaît, je ne suis pas ici pour dire qui a tort ou qui a raison. Je rappelle des faits. Israël aussi, s'il te plaît, c'est normal. Israël, c'est un petit point. 28 000 km², 1 million d'habitants. Effectivement, si moi j'ai cette petite taille-là, engoncée entre des pays aussi vastes que la Syrie, l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak, mais il y a de quoi avoir peur. Mais ce n'est pas parce que j'ai peur que si on ne va pas encore attaquer, je me lève le premier pour attaquer. Ma peur n'explique pas tout, ma peur n'excuse pas tout. Il est tout à fait légitime que Israël, se sachant petit, se prépare à se défendre si on l'attaque. Mais il ne peut pas se préparer à attaquer les autres parce qu'il a peur. Parce que tu as compris ce qui se passe actuellement dans la fausse guerre là. Les Américains disent quoi? C'est eux qui ont attaqué l'Iran, quand même, c'est devant nous tous. On a envoyé une armada qui se baladait dans les mers autour de l'Iran, on s'en vantait, on va les soumettre en 2 jours. Et puis quand la guerre éclate maintenant, on veut nous faire croire que c'est plutôt l'Iran qui a attaqué quand même. Nous ne poussons pas le cynisme jusqu'à ce niveau. Et maintenant on dit quoi? Les Américains, tu sais, au moins la démocratie c'est bon. Au Sénat, on se rend compte que Trump et sa bande avaient menti, que l'Iran ne voulait pas attaquer les États-Unis, ce qui est d'ailleurs insensé. Bon, ils disent non, au fait, on a attaqué l'Iran parce qu'il a des armes nucléaires. Mais on a entendu la même chanson avec Saddam Hussein. Comment voulez-vous qu'on vous croie? Justement, c'est là-dessus que je voudrais relancer Dr Folly, en revenant au cœur du sujet, parce que la raison pour laquelle les États-Unis et Israël attaquent l'Iran officiellement, il estime que l'Iran veut posséder l'arme nucléaire, ce qui serait une menace pour Israël. L'Iran développe des missiles balistiques qui seraient dangereux pour la région. Alors, pour vous, est-ce que cet argument tient ou c'est du même acabit que l'argument de Colin Powell en Irak? Est-ce que c'est une raison valable pour vous pour qu'on attaque l'Iran? Est-ce que les États-Unis ont les moyens aujourd'hui pour soumettre, pour détruire les capacités nucléaires et balistiques de l'Iran? Plusieurs questions. Oui, mais en fait, vous voulez faire l'épistémologie des causes. Mais vous savez, pour ce genre de conflit, il y a les raisons officielles que les gouvernements mettent sur la table. Parce qu'il y a des institutions multilatérales. C'est vrai que le Conseil de sécurité de l'ONU est bloqué depuis 1 année et demie, mais il y a d'autres institutions multilatérales qui fonctionnent. À un moment donné, on vous demande, vous avez violé le droit international,
vous perdez votre légitimité. Pourquoi l'avez-vous fait? Et alors, les Américains vont dire que ce sont des frappes préventives. Préventives, et ça renvoie aux arguments qu'ils avaient fournis lorsqu'ils ont attaqué l'Irak de Saddam Hussein. Ces arguments ne sont pas vrais, elles sont fallacieuses. C'est ce qu'ils ont fait avec le Venezuela. Ils ont dit que Maduro était à la tête d'un grand cartel de trafiquants de drogue. Mais le NSA, 2 jours après, dans sa conférence de presse, dit qu'il n'y a aucun renseignement qui prouve que Maduro l'était. Ça veut dire que l'administration Trump, elle ment. Elle ment devant les médias. Michel Collomb a publié un ouvrage en 2024 sur la guerre en Ukraine et la communication stratégique. Les Américains mentent devant la presse pour justifier ce qu'ils font. Ça, c'est le premier niveau de cause, de raison. Le second niveau maintenant, c'est les raisons dont l'ambassadeur tout à l'heure parlait, les raisons économiques, de contrôle géopolitique des espaces. Le pétrole, les terres rares, l'accès à la mer, le contrôle du Golfe. Vous voyez, il y a toutes ces raisons ou bien le contrôle du canal d'Ormuz, parce que ça permet de contrôler le commerce de la Chine, le flux pétrolier chinois et russe également. Vous voyez, il y a ces raisons-là qui existent et qui sont vraies. Ils vont prendre les puits de pétrole à la fin de la guerre. Il n'y a rien à faire, c'est vrai. Il y a également la motivation monétaire. Soumettre la monnaie, le rial iranien, au contrôle des Rockefeller, puisque ça fait partie des monnaies que les Rockefeller ne contrôlent pas encore. Et les Rothschild et les Rothschild ne contrôlent pas encore. Ce sont des familles sœurs. Et c'est vrai, ces raisons existent, mais je dis qu'il y a d'autres raisons. Il y a un ouvrage de Ed Carr, un Américain qui a publié, en français, on dit « Les pions dans le game ». En fait, il y a des raisons qui traversent l'histoire et qui expliquent les guerres hégémoniques que promeuvent les Américains. Et ce sont ces raisons-là qui me font dire que l'Iran et les Américains ne sont pas en guerre. Le conflit actuel a pour but de détruire, de co-détruire le sionisme et l'islam. Je répète, le conflit actuel a pour but, objectif stratégique, de détruire le judaïsme, c'est-à-dire le sionisme politique, la nation d'Israël, qui a été implantée là en 1948, à la faveur du plan Balfour. Et lorsque l'ambassadeur tout à l'heure parlait de 28 000 km², au milieu de grands pays tellement colossaux, comment géostratégiquement on peut planter un État similaire au beau milieu de ses adversaires historiques et vouloir que cet État demeure? Tu ne peux pas faire un siècle de vie. Et alors, nous disons qu'Israël a été implanté là, en Palestine, au milieu des nations arabes, pour créer du chaos contrôlé, générer des guerres, détruire l'islam et détruire au même moment le sionisme politique. Et alors, quand je parle ainsi, c'est pas faux qu'ils veulent prendre du pétrole. Tout cela, ce sont des raisons qui existent. Mais stratégiquement, pourquoi font-ils cette guerre? Analysez une situation. Les Américains attaquent l'Iran. L'Iran n'attaque pas les Américains. Ils attaquent Israël. Peut-être parce qu'ils n'en ont pas les moyens, peut-être. Voilà, ça c'est l'une des raisons que j'entends dans la presse. Mais non, si vous pouvez avoir des missiles balistiques de portée moyenne, 2000, 3000 km, depuis 1984 que les Iraniens ont commencé par se préparer, rien ne les empêchait de se munir des missiles balistiques intercontinentaux. Ils pouvaient le faire. Si l'objectif, la cible, c'était les Américains, c'était les États-Unis, ils pourraient le faire. Et même s'ils n'ont pas la technologie, ils peuvent l'acheter. Aujourd'hui, ils sont en accord avec la Corée du Nord. La Corée du Nord peut lancer des missiles intercontinentaux. Ce n'est pas ça le souci. Personne ne veut s'attaquer aux Américains. Les États-Unis sont encore nécessaires pour l'histoire, au moins pour 3 siècles à venir. Et les élites iraniennes le savent. Mais ce à quoi on veut s'attaquer, c'est Israël. Israël ne va plus rester là où ils sont. Ils vont disparaître. Avec le sionisme politique. Et il y a un grand conflit qui se prépare entre le monde arabe et le sionisme politique. Voilà. Ce que l'Iran fait, c'est juste la détonation du conflit. C'est la 3e guerre dont parle Massini dans son courrier. Quel Massini? Pike, Albert Pike, que tu connais bien,
le père du palladisme, dans son courrier qu'il envoyait à Giuseppe Mazzini, lui disant, je vous parle de 1871, lui parlant des 3 grandes guerres qui sont en préparation. Et la première, c'est la guerre de 1914-76. Ce qu'il écrit dans son courrier de 1878 et 71 est ce qui arrive en 1914. La seconde guerre, c'est la guerre de 1939-1945, dont l'objectif sera de placer un État zioniste en Palestine. Et c'est ce qui s'est passé. Et la troisième guerre va opposer l'Iran et le monde arabe au sionisme politique, qui vont se détruire mutuellement. Et à partir de cette destruction mutuelle, l'enjeu civilisationnel, qui est l'enjeu de la religion, va se répandre dans le monde. Comme ça, on aura des crises sans contrôle partout dans le monde. Parce qu'on aura disséminé les divisionnismes religieux partout. Donc, ces gens, ils préparent un conflit, un chaos global. Et les Iraniens, qui ont toujours été les amis des Américains, moi, je ne crois pas du tout que l'Iran d'aujourd'hui soit en conflit avec les Américains. Je ne crois pas. Et il y a plusieurs niveaux d'analyse. Et c'est là où la question de l'Afrique devient au cœur du problème. Les Iraniens dont vous parlez, ce ne sont pas des défenseurs de l'Afrique. Hein. Tout à l'heure, je parlais de l'Égypte. Les Achéménides ont saccagé le verrou de sûreté de l'Afrique en 663 de notre ère. C'est eux qui ont ouvert la porte, n'est-ce pas, à Babylone. C'est eux qui ont ouvert la porte à la destruction qu'on a connue en 553. En fait, nous, les Africains, nous devons comprendre une chose. Ce qui se passe là-bas, c'est l'anti-histoire qui se déroule et qui constitue pour nous des feedbacks pour ce qui va se faire demain. Lorsque nous constituons le mouvement des non-alignés, lorsque les non-alignés prennent naissance à Bandung en 1955 et véritablement en 1961 à Belgrade, où étaient les Iraniens? Les Iraniens, avec les Pakistanais, les Irakiens, la Grande-Bretagne, étaient dans le pacte de Bagdad, qui va devenir le CENTO plus tard. Et c'est un pacte qui avait été promu par les Américains et les Britanniques pour qu'ils s'opposent au mouvement anti-impérialiste qui était défendu par les Sokarno, défendu par les Nasser, défendu par les non-alignés. L'Nkrumah. Donc, durant la décolonisation historique, l'Iran n'a jamais été à côté de l'Afrique. C'est durant cette période que l'Iran était avec les impérialistes dans la dynastie des Shahs. Et donc, une mutation drastique de l'Iran, des Shahs vers l'Iran islamique ou islamisé, moi, en tant qu'historien politique, je me dis, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'ayatollah Khomeini, qui prend le pouvoir en 1979, il venait d'où? Il venait de Paris. Et vu que dans l'histoire, on a déjà connu des conversions drastiques d'élite pour des objectifs stratégiques, je me dis, mais attention, est-ce que cet tyran ou ce tyran est réellement en conflit avec le projet hégémonique américain? Si oui, jusqu'à quel niveau des élites iraniennes? Et ce qu'ils font, comment le font-ils? Comment l'Iran s'est-il autant armé? Parce que l'Iran, là, que nous voyons combattre, ce n'est pas de la blague. L'Iran, là, détruit les systèmes de détection de missiles balistiques dans tout le Golfe. L'Iran est en train de mettre Israël à terre. Ils ont détruit les grands laboratoires où ils faisaient les expérimentations en P4, là où ils fabriquent les virus qu'ils envoient ensuite en Afrique, là, hein, pour faire danser un peu les Africains. Ces laboratoires ont été frappés. Et ils ne font pas le bilan. Les Israéliens ne font pas le bilan. Mais moi, je crois que nous sommes en train de vivre le scénario de la destruction mutuelle de l'Israël, que vous voyez là, qui est un phénomène historique, et l'Iran, c'est-à-dire le monde musulman. Il nous reste 3 minutes. Sinon, oh là là, il a parlé seul. Hein, donc, oui. Non, il faudrait quand même il faut chronométrer le temps de parole. Nous avons encore 45 minutes devant. Donc. Ce que je voulais dire, il a dit que Israël sera, disons, détruit. Non, c'est Israël qui aujourd'hui rêve au grand Eretz Israël, au grand Israël. Et ils vont de la Méditerranée jusqu'au fleuve Euphrate et ils vont prendre Médine et la Mecque. C'est ce que Israël dit, il le dit ouvertement, hein. Et il ne se cache pas pour le dire. Il y a même un ambassadeur qui claironnait ça. Donc, Israël a un plan. Aujourd'hui, les gens disent ah, c'est l'Amérique qui protège Israël. Non, c'est Israël qui protège l'Amérique. C'est Israël qui tient l'Amérique. Si Israël demande à Trump d'aller danser nu au marché, il le fera.
C'est Israël qui tient l'Amérique, ce n'est pas le contraire. Tant qu'on croira que c'est l'Amérique qui tient Israël, toutes nos analyses seront fausses. Non, l'Amérique ne tient pas Israël. Mais voilà. Israël est le 51e État de l'Amérique. C'est la même nation, un peu comme les Français le faisaient avec les territoires d'outre-mer. Oui, c'est la même nation qui s'est délocalisée en Palestine. Oui, laisse-moi terminer, puisqu'il ne reste que 2 minutes. Vous avez dit que non, les Iraniens n'étaient pas du côté des Africains, mais... si nous, en tant qu'Africains, on ne se rend pas compte de cette évidence, qu'aucun autre peuple n'est pour les Africains, on ne s'en sortira pas. Ouais. Aujourd'hui, c'est les pays qui étaient avec les Africains pour les aider à prendre l'indépendance. C'est eux qu'on vient noircir en Afrique. La Russie a aidé les pays à être indépendants. Indépendants de qui ? Vous le savez, qui étaient les États coloniaux en Afrique? La France, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne. Mais aujourd'hui, on veut nous faire croire que c'est les Russes qui sont mauvais et que c'est tous ces autres colons endurcis qui sont les meilleurs. Et les Africains ne sont même pas capables de réfléchir parce qu'il y a des Africains qui suivent cette logique suicidaire et qui suivent ceux qui les ont aidés hier contre... c'est-à-dire que ceux qui les ont combattus, esclavagisés, colonisés hier, contre ceux qui les ont aidés à se libérer. L'Afrique ne doit attendre de salut de personne à part elle-même. Voilà.